Ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand amateur d'entraînement. Au moment où les gyms ont fermé, je me suis loué un local pour pouvoir continuer à progresser, mais quand ça a réouvert, je suis resté pris avec un beau local dans lequel j'ai mis mes affaires de chasse. Un petit sanctuaire où j'invite mes amis à me donner des entrevues. C'est là qu'est née l'idée du bunker. Qui j'invite dans mon bunker? Des sauvaginiers dont la carrière a été assez marquante pour mériter d'être mis en valeur. Aujourd'hui, non seulement je vous présente mon ami Marc Bois, un grand sauvaginier, je vous présente une page d'histoire de la sauvagine au Québec et je l'amène faire sa première chasse au dindon. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, well, you might just find. Mon nom est Marc Bois. Je suis un vieux chasseur. Je vais avoir bientôt 70 ans et je vais faire la 57e année de chasse cet automne, de chasse aux oiseaux migrateurs que j'ai faite de façon intensive depuis mon tout jeune âge. Comment ça a commencé dans ma vie, la chasse en général? Ben, rien ne me destinait à chasser. Je suis né dans une famille à Alma, au Lac-Saint-Jean, où personne ne chassait, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. Personne ne connaissait quoi que ce soit sur la faune dans tout mon entourage. Alors, j'avais à peu près 7-8 ans les premières fois que j'ai été confronté avec la faune et ça a été une découverte extraordinaire. J'ai voulu en connaître plus, mais il n'y avait absolument rien au point de vue écrit en français du Québec. Les écrits qu'il y avait, j'ai été dans toutes les bibliothèques, tout ça, tous les écrits qu'il y avait, c'était de France. La chasse dans les gabillons au Tadorne, puis à la perdrix Martaville, puis des choses comme ça. Et en français, il n'y avait absolument rien. On parle des années 65 à peu près, 68. Et puis, à cet âge-là, j'ai commencé à attraper des menées et j'ai fait un petit commerce de vente de menées que je vendais 50 cents la douzaine. Puis les pêcheurs venaient en chaloupe chez nous, puis ils me parlaient beaucoup de faune. Et c'est comme ça que j'ai découvert la faune. Ensuite, là, je voulais connaître les oiseaux. Encore une fois, il n'y avait aucun livre là-dessus. Alors, je me suis inscrit dans une association qui s'appelait le Cercle des jeunes naturalistes, puis dans les scouts aussi. Ça m'a permis d'avoir un petit peu de connaissances. Et puis, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un peu d'informations sur les oiseaux en général. Puis là, ben, je m'intéressais particulièrement aux canards et aux oies. Mon père, voyant que j'avais de la difficulté à avoir de l'information, il m'a dit, il y a un monsieur Thibault à Héberville Station qui, lui, il a un genre de local, puis il fait une exposition d'oiseaux empaillés qu'il empaille lui-même. Je suis allé voir ça. Je devais avoir 8 ans à peu près. J'ai pas dormi de la nuit, hein, c'est sûr. Je voyais des bécasses, des canards chipots, toutes sortes d'espèces que j'avais jamais vues. Alors, j'en ai rêvé pendant des semaines et des semaines. Et puis, à un moment donné, dans la revue Outdoor Life, j'ai vu une petite annonce où c'était des cours de taxidermie par correspondance.
Je ne parlais pas un mot anglais. Mon père m'a dit, bon, ben, je vais te payer les cours. C'était 10 $ du cours. Puis tu vas devoir les traduire toi-même. Et là, j'ai traduit ces cours-là. Et je suis devenu taxidermiste à peu près à 12 ou 13 ans. Puis j'empaillais tout ce que je voyais, c'est sûr, tout ce que j'attrapais. Puis les chasseurs m'apportaient aussi du gibier. C'est comme ça que j'ai eu de l'information sur la chasse, comment on chasse les oiseaux. Alors, même que la taxidermie m'a permis de payer toutes mes études universitaires et tout ça. C'est actuellement qu'on est isolé dans une cage. Quand on sera chez nous, on va s'ouvrir comme jamais auparavant. On va communiquer comme jamais auparavant. En fait, le 29 avril, si on veut, et ça dépend uniquement de nous. Et la réponse, elle n'est pas nulle part dans les propagandes ou les objections, elle est en chacun de nous, puis en nous tous collectivement. Si on veut... Vers l'âge de 12 ans, j'ai eu mon premier fusil calibre 12 Cowie. Ça a été très compliqué. Chez nous, les armes à feu, c'était défendu, c'était mal vu. Alors, ça a été toute une épopée pour réussir à faire accepter à mes parents de m'acheter, de me permettre d'acheter un fusil à un coup. Ça devait coûter à ce moment-là à peu près 50 ou 60 $ un Cowie à un coup. Alors, avec ce fusil-là, pendant 3 ans, j'ai chassé sur une petite rivière qui était tout près de chez moi. Ça s'appelait la rivière Bédard. C'était une petite rivière avec des méandres partout, avec un cours très, très lent. Et je tirais les canards seulement lorsqu'ils étaient sur l'eau, posés sur l'eau. Donc, il fallait que je coupe les méandres et tout ça. Et puis, mais je réussissais quand même à faire des belles chasses. C'était surtout des sarcelles à verte à ce moment-là qu'il y avait. Et puis, dans un magasin de sport, il y avait des anglophones qui étaient là, qui eux autres chassaient plus pour le sport. Parce que chez nous, la chasse, c'était de la chasse à l'orignal, surtout que les Québécois faisaient, puis c'était pour la viande, c'était pas pour le sport. Mais les anglophones, eux autres, chassaient pour le sport. Alors là, il y en a un qui m'a dit, tu as chassé des canards et tu les as tirés à l'eau. Il dit, il ne faut pas faire ça, là. Il dit, il faut tirer ça au vol. Et là, au vol? J'avais jamais vu ça, quelqu'un qui tirait au vol, jamais. Ah, il dit, tu vas voir, c'est pas compliqué. Il dit, quand le canard va lever, il dit, tu vas lever ton fusil, puis tes yeux puis tes bras, ils sont coordonnés ensemble, ça va tomber. Je ne le croyais pas. Le samedi suivant, je vais à la chasse sur le bord de la rivière Bédard. Le premier canard qui lève, passe, il tombe. Je tire ça au vol, le premier coup, il tombe. Je n'avais aucune information sur la distance de tir d'un fusil, sur les avances qu'il fallait donner. Alors là, ça m'a coûté énormément de cartouches pour apprendre tout ça. Un canard passait à 500 pieds dans les airs, je l'essayais. Il passait à 300 pieds, je l'essayais. Alors, c'est comme ça, par essai et erreur, que j'ai appris un petit peu à tirer. C'est de la même façon, c'est par l'observation de la faune que j'ai appris à chasser. Je passais des heures à regarder les outardes dans les champs, à regarder les canards, puis à voir quel était leur comportement, quand est-ce qu'ils partaient vers les champs, quand est-ce qu'ils revenaient, puis tout ça. Alors, pendant 3 ans, j'ai chassé avec mon Cowie, tout en employant des animaux. Comme je vous disais, il n'y avait absolument rien d'écrit. À un moment donné, j'ai rencontré un garde-chasse qui s'appelait Claude Pomerleau à Alma. Puis lui, il m'a donné beaucoup d'informations. Il venait chez nous. D'abord, il a commencé par me dire qu'il y avait des règlements de chasse. Moi, je ne savais pas ça qu'il y avait des règlements de chasse. Là, il est arrivé chez nous, puis il dit, comment ça, tu as cet oiseau-là? Puis comment ça, tu as cet oiseau-là? Toi, c'est pour empailler.
Ben là, il dit, ça te prend un permis de taxidermie. Il dit, t'as pas le droit d'empailler comme ça. Fait que là, j'ai fait venir un permis de taxidermie. Il m'a tout expliqué ça. Il m'a donné les règlements de la chasse, puis il m'a donné beaucoup d'informations sur les oiseaux migrateurs. Alors, pendant 3 ans, j'ai chassé comme ça, et à l'âge de 15 ans, il y avait un de mes voisins qui, lui, chassait l'utard. C'était extraordinaire de voir ça. Moi, je partais de bonne heure le matin pour aller à la chasse au canard, puis là, je le voyais, il attendait au coin de la rue avec son fusil, parce que dans ce temps-là, c'était du covoiturage pour aller à la chasse. Alors, tout le monde embarquait dans la même voiture. C'est qu'il attendait ses chums. Hey, moi, j'avais hâte de revenir sur l'heure du midi pour voir ce que c'est qu'il avait tué. Puis là, il sortait les outards, puis il jetait ça sur la pelouse. Là, ça me faisait rêver, c'était incroyable. Là, j'ai dit, il faut que j'essaie ça. J'avais empaillé une outarde. Puis j'avais un de mes oncles à Héberville. J'ai dit, on va aller là. J'étais avec 2-3 de mes amis. On s'en allait là la semaine suivante. Une seule outarde empaillée dans le champ, puis on en a tué 4. Fait que, hey, là, on était contents. Puis, mais là, je voulais chasser. Mon voisin m'avait expliqué comment faire, qu'il fallait trouver le champ avant, puis avoir un X, puis tout ça. Nous autres, on n'appelait pas ça avoir un X, on disait avoir un champ spoté. Mais moi, je n'avais pas d'auto, j'étais en vélo. Alors, il a fallu que j'attende 3 ans pour réussir à avoir un auto, puis à commencer à spotter les champs. Mais quand j'ai eu 18 ans, ben d'abord, quand j'ai eu 15 ans, ça a été ma première chasse à l'outarde. Et ma mère, trouvant que je faisais pitié, m'avait acheté un fusil, un 12 Browning Auto 5, qu'elle a payé 335 $ en 1970. C'était de l'argent dans ce temps-là. Et puis, ce fusil-là, je chasse encore avec. Donc, il y a une 50aine d'années. Et puis, il tire toujours aussi bien qu'avant. Puis, j'ai chassé à peu près tous les gibiers avec. Alors, à partir de cet âge-là, j'ai appris à chasser l'outarde dès que j'ai eu un véhicule, que je pouvais avoir, le véhicule de mon père. Je parcourais tous les rangs. Je trouvais des champs d'outarde partout. À cette époque-là, il y avait peu de gibier. En tout cas, au Lac-Saint-Jean, ceux qui vont au Lac-Saint-Jean aujourd'hui et qui vont chasser les outardes et les oies, c'était pas de même dans le temps. Là. Il y avait un voilier de temps en temps, mais c'était assez rare. Il fallait fouiller pas mal pour en trouver. Par contre, toutes les fois qu'on demandait une permission, c'était oui. Je ne me rappelle pas de cultivateur qui nous disait non, à moins qu'il y ait déjà quelqu'un qui y aille, là, mais c'était très, 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 très rare. Ça fait que, donc, j'ai chassé de l'âge de 15 ans, à partir de l'âge de 15 ans, l'outarde au Lac-Saint-Jean. On a formé un groupe, puis on a chassé comme ça pendant des années et des années, pratiquement tous les jours. Donc, j'ai acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Dans les années 90, 83. En 83, j'ai commencé à avoir des enfants, puis je travaillais. D'abord, j'ai fait un cours de technicien de la faune, puis ensuite, j'ai fait un cours de biologie. J'ai commencé à travailler en 79, et à partir de 83, j'ai déménagé à Québec. Alors, j'avais une gang pour chasser au Lac-Saint-Jean. Je chassais tout le mois d'octobre l'outarde au Lac-Saint-Jean, puis au mois de novembre, je m'en venais ici à Québec, puis là, je chassais l'oie blanche puis l'outarde. Alors, c'était assez intense et assez actif. Et puis, ça s'est intensifié encore, parce qu'à partir des années 90, là, il commençait à avoir de l'oie au Lac-Saint-Jean. Puis, les règlements de chasse, c'était qu'on pouvait tuer 5 oies. Que ce soit des outardes, que ce soit des oies blanches, ou 3 outardes, 2 oies blanches. Et puis, il y avait à cette époque-là aussi, là, il commençait à avoir des problèmes dans les cultures avec les oies blanches. Alors, moi, je suis allé au Service canadien de la faune. J'ai rencontré un agent de la conservation de la faune fédérale. C'est une personne de la GRC, il s'appelait Jacques Rosa, je pense. Et puis, j'avais demandé pourquoi il n'y a pas 2 limites différentes. Ben, il dit parce que jamais personne ne nous l'a demandé.
J'ai dit, comment ça? Jamais personne ne demandé. Ben, il dit, les chasseurs, on ne les connaît pas, on ne sait pas où ils sont. Il dit, il faudrait les regrouper. Moi, j'avais une trentaine d'années à ce moment-là. Alors, avec des amis, on s'est réunis, puis on a dit, on va essayer de réunir les chasseurs. On était 5 compagnons. On a fait ça dans le sol chez nous. Et puis, on a jeté les bases d'une association. Mais là, on ne savait pas, ça va-tu marcher, ça ne marchera-tu pas? On a communiqué avec les journalistes de plein air de Québec. C'était André Bellemare puis Julien Cabana. On leur a dit, on va faire une réunion à Val-Bélair tel jour du mois d'avril. On était en 90, je pense. Et puis, à mon étonnement, on est arrivé là, il devait y avoir 200 personnes dans la salle. Alors là, j'ai dit, c'est vrai que les chasseurs veulent être regroupés. Alors, on a jeté les bases d'une association qui s'appelle l'Association des sauvaginiers de la Grande Région de Québec. J'ai été le deuxième président. C'est Serge Tremblay qui a été le premier. Et puis, à partir de cette association-là, cette association était pour faire du lobbying, dire ce que c'est qu'on voulait au point de vue de la réglementation. C'était surtout pour réagir à la réglementation. Alors, on a fait ça. Ça nous a permis, par exemple, on a réussi à faire interdire la chasse à l'approche. En réalité, c'était pas on faisait interdire la chasse à l'approche, mais la loi, c'était qu'il fallait chasser avec 12 appelants posés, un minimum de 12 appelants posés en avant de nous lorsqu'on faisait de la chasse au champ. Ça a duré 2 ou 3 ans, cette réglementation-là, mais ça a tombé parce que la pression des agriculteurs qui voulaient que les champs soient débarrassés des oies, puis tout ça, était forte. Puis aussi parce que c'était une réglementation qui était difficile à mettre en œuvre. J'étais là aussi, on a réussi à faire changer la réglementation sur les limites des oies. Ensuite, la chasse de printemps, puis tout ça, ça vient tout de cette association-là. À cette époque-là aussi, je m'intéressais beaucoup à la vidéo. C'était les premières caméras vidéo qui sortaient. Les premières ont sorti en 83 à peu près. J'ai eu la première en 83. Alors, j'ai parti une petite compagnie qui s'appelait Avèze Vidéo. Et j'ai produit 2 vidéos importantes dans la chasse. Ça s'appelait « Comment parler aux oies et aux outardes et aux bernaches ». Et un autre qui s'appelait « Comment tirer sauvagines et pigeons d'argile ». Ça, c'était des vidéos pédagogiques parce que moi, j'avais souffert tellement de ne pas avoir d'informations quand j'étais jeune que je voulais donner de l'information. Alors, comment parler aux oies et aux bernaches, c'était des vidéos où j'allais dans le champ, je filmais les outardes. Appeler elles-mêmes, quand est-ce qu'ils commencent à appeler, quand est-ce qu'ils changent leur appel, leur type d'appel, puis tout ça. On peut filmer ça. Après ça, on filmait nous en train de les appeler, puis leur réaction, et ainsi de suite. Alors, ça a été des outils qui ont été assez intéressants pour les sauvaginiers à cette époque. Voyons maintenant l'élan numéro 2. Alors là, on est en 90 à peu près. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Oui, bien, j'y arrivais. J'y arrivais. Dans ces années-là, en 90 à peu près, il y avait... Les oies prenaient de l'expansion. Ils commençaient à aller dans les champs. Moi, j'étais chanceux. J'avais appris à chasser au champ pour les outardes. Quand je suis arrivé ici à Québec, j'ai fait la même chose. Ça s'est donné que les oies commençaient à aller dans le champ. Ça fait que j'avais une longueur d'avance sur bien du monde pour chasser dans les champs. Alors, puis, comme je vous ai dit, je faisais de la taxidermie. Alors, mes appelants étaient des appelants empaillés, des appelants d'oie blanche empaillés, des appelants d'outarde empaillés. Alors, c'est sûr que ça fonctionne assez bien. Hein? Alors, à cette époque-là, il y avait Bernard Filion,
de Canard illimité qui faisait une recherche sur les effets de la nuisance des oies des neiges dans les champs agricoles. Il faisait ça dans le bas du fleuve. Et puis les agriculteurs aussi mettaient beaucoup de pression parce que les oies s'étaient multipliées. Le troupeau était rendu à 700 000 800 000 oies. Alors, le Service canadien de la faune, cherchait à mettre au point différentes techniques de chasse, mais c'était pas des chasseurs, c'était des biologistes pour la plupart là, qui ne chassaient pas. Alors, nous, on était 2 biologistes dans mon groupe de chasseurs et un ancien technicien de la faune et 4-5 autres chasseurs qui étaient très manuels. Alors, on a fait une proposition au Service canadien de la faune pour un projet de recherche sur des méthodes de chasse efficaces à l'oie des neiges. Alors ça, on est en 92 ou 93, je crois. Alors, ça a été accepté. C'est un projet qui valait assez cher là, au point de vue investissement. Alors, on testait de la chasse avec des oies vivantes. Donc, on était à la captourmente avec une équipe. On a attrapé des oies avec un filet à canon. On a mis ces oies-là dans un camion à captourmente. On a monté ça dans notre binière. On a coupé les ailes des oies. Et on s'est préparé pour chasser avec ces oies-là. Ça, c'était une des méthodes. L'autre méthode, c'était de chasser avec des appelants en plastique, mais floqués, toutes blanches. Une autre méthode, c'était, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, on avait on mettait de front 4 méthodes pour vérifier lesquelles étaient la plus efficace. Et puis, on a fait ça tout l'automne. Là, ça peut paraître le fun. J'imagine que tout le monde se dit « Hey, ça doit être le fun de chasser avec des oies vivantes et tout ça. » Mais là, on avait un protocole expérimental. Hein. Le matin qu'on aurait voulu chasser avec des oies vivantes, par exemple, bien là, dans le protocole, ce n'était pas des oies vivantes. Il fallait chasser avec des appelants en plastique, par exemple. Il fallait suivre le protocole, puis c'était très strict. D'ailleurs, on ne pouvait pas garder les oies pour nous autres. Les oies étaient données à des organismes de charité. Alors, on a fait ça tout l'automne et finalement, même si on n'avait pas un échantillonnage très, très grand des méthodes, parce que l'automne est quand même assez court, là, on a réussi à déterminer que la meilleure méthode, c'était de laisser les oies à un endroit, laisser le champ là, se remplir d'oies, puis d'aller s'installer à 5 ou 6 champs de là. Puis quand les oies, hein, les jeunes oies essaient de passer par-dessus le troupeau pour aller en avant du troupeau pour aller manger, bien là, ils voient les appelants à 5-6 champs de là, puis ils remontent le vent vers ce champ-là. Alors, ça nous permettait de chasser toute la journée des petits groupes d'oies qui partaient du grand camp pour venir vers nous autres. Alors, c'était vraiment une méthode très, très, très efficace. Mais vous comprenez que pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait de chasse à l'approche. Et dans le temps, il y avait quand même beaucoup de chasse à l'approche. Une étude du Service canadien de la faune avait déterminé que les oies dans le couloir du Saint-Laurent ne restaient pas plus que 17 minutes au sol avant de se faire lever. Alors, ils étaient continuellement harcelés, poussés. Nous autres, ça donnait qu'on avait une région qu'on contrôlait assez bien la chasse. Alors, ils pouvaient rester là pendant un bout de temps sans se faire déranger. Alors, on a fait ça tout l'automne, et puis ça a été un automne assez pénible parce que c'était rigoureux comme méthode. Alors, après ça, on est tombé plus tranquille sur la chasse aux oies, puis on a dit, il faut dire que j'avais 3 enfants, mes copains de chasse aussi avaient des enfants, alors on a tourné la chasse vers une chasse de loisirs simplement par la suite.
Alors, après le projet de loi des neiges avec le Service canadien de la faune, comme je disais, on est tombé plus tranquille. La chasse est redevenue un loisir. D'ailleurs, j'aurais pu, pendant toutes ces années, devenir guide de chasse. L'occasion s'est présentée souvent, mais moi, j'avais choisi, personnellement, que ça demeure un loisir. Je ne voulais pas que ça devienne un travail. J'avais déjà un travail et puis que j'aimais beaucoup. Et je voulais que ça reste un loisir. Alors, donc, j'ai continué à chasser de façon loisir pendant toutes ces années, à venir jusqu'à aujourd'hui, particulièrement la bernache du Canada et le canard au champ. Je connais beaucoup moins le canard à l'eau. Je n'ai pas fait ça souvent. Et puis, voilà. Pendant cette période-là aussi, j'ai eu une période que j'ai trouvée extraordinaire. Quand mes enfants étaient jeunes, j'ai été chercher un chien labrador que j'ai appelé Octobre. Et pendant 10 ans, j'ai chassé avec ce chien-là qui servait 10 chasseurs à chaque fois. Et puis, ça a été des années extraordinaires. Chasser avec un chien rapporteur, c'est le summum de la chasse. Si on parle de la chasse, pour moi, la chasse est une activité entière, une activité globale. C'est pas, moi, aller dans une cache où je suis invité et que je n'ai pas préparé la chasse, ça ne m'intéresse pas. Il faut que j'aie participé à chacune des étapes. Je trouve ça aussi plaisant de parcourir les rangs pour essayer de trouver un champ de doutarde ou un champ d'oie. Quand on l'a trouvé, là, c'est le summum. Après ça, il faut demander la permission. Là, c'est pas encore acquis. Quand on a la permission, waouh, on a encore quelque chose de plus. Après ça, il faut installer des appelants. Ben, c'est des appelants que j'ai faits. Il faut appeler les oiseaux. Ben, c'est nous autres qui les appellent. Tirer, c'est un petit moment, tout petit, tout court dans la chasse. Même si on tire pas, si on a tout fait le reste, on a chassé. La chasse, ça comprend tout ça. Alors, pour moi, ça comprend tout ça et il faut que j'aie chacune des étapes. Quelqu'un qui a déjà chassé avec moi le sait, je vais passer beaucoup plus de temps à patrouiller que de temps à chasser. Puis même, souvent, je n'irai pas à chasse après avoir trouvé un champ. Je vais laisser mes amis chasser dans le champ. Alors, voilà, maintenant, pour l'avenir de la chasse, quel est l'avenir de la chasse? Ça me préoccupe beaucoup. Ça me préoccupe beaucoup parce que, d'abord, il y a mon avenir personnel dans la chasse qui est probablement court. Je vais avoir 70 ans. Alors, j'imagine que quand je vais avoir fait encore 10 ans de chasse aussi intense que je le fais, je vais être plus tranquille certainement après ça. Mais l'avenir de la chasse à la sauvagine en général, puis de la chasse en général, me préoccupe. Parce que, d'une part, on subit la pression de personnes qui ne connaissent rien à la faune, qui n'ont pas fait d'observation de la faune, puis quand ils en voient, ils sont tendres envers la faune, et puis qui ne comprennent pas qu'on puisse chasser. Alors, on a ça qui met de la pression, mais on a aussi les chasseurs entre nous. Moi, j'ai eu beaucoup, dans ma carrière, beaucoup plus de troubles avec des compétiteurs, des chasseurs compétiteurs qui compétitionnaient pour la même ressource dans le même territoire qu'avec des antichasseurs. Alors, je pense qu'on a aussi une réflexion individuelle et une réflexion collective à avoir. Qu'est-ce qu'on aime dans la chasse? Comment on voudrait qu'elle soit? La création de l'Association des sauvagiers de la Grande Région de Québec a fait évoluer beaucoup la chasse dans la région. Ben, de la même façon, si collectivement, on se dit, bon, ben nous autres, on voudrait que la chasse à l'avenir, ça soit comme ça, ben il faut qu'on fasse les actions qu'il y a avec. Quand je dis les actions, ben, c'est au point de vue éthique.
Alors, évitez de mettre sur Facebook des tas d'oies pleines de sang ou évitez d'avoir un film où, après un coup de fusil, tous les chasseurs lâchent un cri de guerre comme si c'était, je sais pas moi, la fin de la guerre, là. Alors, essayez d'avoir un comportement un petit peu plus éthique. Puis entre nous aussi, respectez, quand quelqu'un a la permission dans un champ, quand on obtient la permission d'un agriculteur, on n'obtient pas seulement la permission pour chasser. On obtient aussi un devoir. On dit à l'agriculteur qu'on va protéger son territoire, qu'on va faire attention à son territoire. Alors, mais si un autre chasseur arrive puis qu'il va s'installer à la limite, là, juste à la limite du champ, là, ben, s'il se passe de quoi, si, je sais pas, il y a une clôture qui reste ouverte, les animaux se sauvent par cette clôture ouverte, ou il y a une clôture qui est arrachée, ou ça peut être n'importe quoi, ben, ça passe sur le dos de celui qui a demandé la permission, parce que l'agriculteur, il est sûr que c'est lui qui était dans le champ. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une bonne entente, puis qu'on respecte. Un autre a une permission, ben, quand ça sera nous qui l'aurons ailleurs, ben, ça sera nous qui aurons la chance de chasser. Alors, ça peut nous permettre peut-être d'avoir, si on réussit à avoir de l'éthique entre nous, ben, ça va être plus facile de réagir à la pression qui vient des personnes qui sont contre la chasse. On regarde ce qui se passe en France avec les antichasseurs, là, c'est quelque chose de sérieux, puis c'est sûr que ça va venir ici tôt ou tard. Alors, en France, je trouve qu'ils ont une bonne façon de réagir en ayant des sociétés de chasse, puis tout ça. Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille vers quelque chose du genre. Une carrière de sauvagerie aussi longue, j'imagine qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Ah, ben des anecdotes, oui, beaucoup d'anecdotes, mais il y en a des drôles, il y en a des moins drôles, il y en a des bizarres. Ben, tu veux que je t'en conte une couple? On est installé dans un champ pour la chasse à l'outarde au mois de septembre, à peu près. Une journée splendide, un ciel bleu parfait, pas un nuage. Et puis on attend les outardes. À un moment donné, Gaétan, mon chum de chasse, il dit « Hey, regarde, Marc, c'est beau. On voit des montgolfières à l'autre bout là-bas. Hein. Ils sont-tu belles? Ah oui, on regarde ça, c'est tout en couleur. Et puis là, on attend, puis nos outardes n'arrivent pas. Tout à coup, vers 7h30, pendant ce temps-là, les montgolfières, ils grossissent, puis ils s'en viennent vers nous. Mais en même temps, les outardes arrivent en même temps. Puis là, les outardes commencent à tourner au-dessus du champ. Bien, la montgolfière, elle se pose dans nos aplats, au même moment où c'est que les outardes ça viennent pour se poser. Ça, c'était assez spécial, cette fois-là. Au même endroit, exactement le même champ. Une fois, c'était l'ouverture de la chasse à l'orignal. Le matin, nous autres, on allait s'installer dans notre champ, mais on voyait passer les autos qui s'en allaient dans le bois pour la chasse à l'orignal. On installe tous nos aplats, on s'installe là. On n'entend pas rien de coups de fusil ni rien. Puis, sur le petit matin, on voit un gros boc, pas loin de 50 pouces de panache, et juste au bout de nos aplats, qui se promène dans le champ. Pendant que tous les chasseurs d'orignal sont dans le champ d'orignal, nous autres, on aurait pu tuer un orignal à chasser à l'outarde. Alors ça, c'est des anecdotes le fun. Il y en a des moins le fun, là, des chasseurs installés dans notre champ pendant on arrive, là, mais ça, c'est des anecdotes que j'aime moins compter. Tu as déjà chassé à Saint-Félicien? Beaucoup. Saint-Félicien, mais j'ai demeuré à Saint-Félicien. Alors, j'ai chassé partout au Lac-Saint-Jean. Puis les groupes de chasseurs au Lac-Saint-Jean, tantôt, je disais qu'il
il y avait que la chasse n'était pas pareille, là. Ceux qui vont au lac Saint-Jean maintenant, là, ils voient des outardes partout, là, c'était pas de même. Là. Puis les groupes de chasseurs, on se connaissait tous. Il y avait peut-être 10 ou 15 groupes de chasseurs qui faisaient tout le tour du lac Saint-Jean. Alors, on se connaissait tous. Alors, j'ai chassé beaucoup Saint-Prime, Saint-Félicien, Saint-Méthode, Albanil, tous ces coins-là. Le canard, l'outarde, continuellement, oui. Un son particulier le matin quand tu étais proche du zoo? Ah oui. Oui, ça, c'est une belle anecdote, ça. On avait un champ de canards qui était dans le rang double à Saint-Félicien, à 1 kilomètre du zoo de Saint-Félicien. Alors, quand on s'installait là le matin, les premiers sons qu'on entendait, c'était les lions qui rugissaient au zoo. Le jour se levait, les lions rugissaient, on les entendait comme si on était à côté d'eux autres. C'est fort, un lion qui rugit. C'est drôle parce que les canards, justement, qui allaient dans ce champ-là, c'était des canards qui allaient coucher sur l'eau à l'intérieur du zoo de Saint-Félicien. Ils étaient nourris par le monde avec du popcorn rose puis des choses comme ça. Ah oui, c'était vrai, c'était une belle anecdote, ça. Puis Marc, première chasse au dindon? Oui. Belle chasse. Comment t'as trouvé ça? Ah, j'ai trouvé ça belle fait. Radio-Canada à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Alors je répète, à 8h40 Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement du Québec